Nous avons également le plaisir d'accueillir Monsieur Thomas Le Sueur. Monsieur Thomas Le Sueur qui est là. Pour introduire vos propos, je voudrais rappeler une phrase qu'on avait décelée à l'occasion de l'avant-dernière édition des trophées de la commande publique qui nous avait amené à les revoir dans leur conception en partenariat avec le ministère. C'est qu'on a constaté, on constate, et je me cite moi-même, mais je me lis moi-même, plus d'achats performants qui ne soient durables, plus d'achats publics durables qui ne soient performants. C'est un peu devenu le fronton de l'achat public maintenant. On n'ose même plus dire qu'il est durable ou pas. Et ça, c'est notamment sous l'impulsion de votre ministère. Et j'aimerais vous poser quelques questions qu'on n'a absolument pas préparées, je vous assure. Monsieur Thomas Le Sueur, d'abord la question auquel vous ne vous attendiez pas. Lors de cette première émission Achat Public Invite, vous nous aviez parlé d'un ambassadeur. Qui est-il? Qui est-elle? Je suis toujours disponible. Votre persistance à venir sur ce sujet à chaque fois qu'on se rencontre. Voilà. Il n'y a pas d'ambassadeur encore. S'il y en a un, mais ça me gêne de le nommer, parce qu'en fait, c'est moi. Voilà. Ben voilà, il fallait le dire. Voilà. Ah, ben oui, donc je fais mon Et vous œuvrez coming bien. out. Ça fait le deuxième. Alors, Non, mais oui, de fait, c'est comme ça que ça fonctionne. On avait prévu, pour expliciter le propos, on avait envisagé, mis comme une des mesures du plan national pour des achats durables, la désignation d'un ambassadeur. Et finalement, les choses se sont faites un peu en pratique. Et c'est moi qui, finalement, est cet ambassadeur, vais dans les territoires, souvent avec Pierre Pellouzet, souvent avec Lucie Pic de Lièvre, souvent avec d'autres acteurs pour aller au contact des collectivités locales, aller au contact de l'ensemble des acheteurs publics, mais aussi des entreprises et promouvoir le PNAD, montrer que tout ça converge et qu'effectivement, j'aimerais qu'on finisse par dire que c'est de l'achat public, point. Voilà, et qu'il tient compte de ce que vient de dire Pierre Pellouzet, fort justement, des enjeux des entreprises, de cette responsabilité qui est dans chaque acteur public, mais aussi de cette responsabilité donc, économique, sociale et environnementale, et que c'est quand on arrive à tout articuler, mais c'est ce qu'on va voir tout au long de ces trophées, qu'on a les meilleurs achats. Et ici, on n'a que des personnes qui incarnent cela. Alors, donnez-nous des nouvelles du plan national des achats durables. Où on en est, comment ça marche, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Alors, il va bien. Commencer par là. On a travaillé énormément depuis ces derniers mois à développer les outils qui permettent à ce plan, qui est la feuille de route pour atteindre seulement les objectifs, les obligations qui figurent dans la loi climat et résilience à horizon de 2026. 100% de la commande publique doit intégrer des considérations environnementales et plus de 30% de considérations sociales. C'est ça, la feuille de route du PNAD, c'est comment on s'inscrit sur cette trajectoire pour atteindre cette obligation en 2026 et être au rendez-vous et ne pas se retrouver en difficulté au dernier moment en n'ayant pas prévu. Ça passe par beaucoup d'outils, de la mise en réseau. Donc, je vais les citer rapidement. On a aujourd'hui à la fois une formation sur les SPASER. On lance la deuxième campagne de recrutement. Ça, c'est pour les collectivités et les établissements qui sont soumis à ce schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Très bel outil. Nous avons lancé il y a quelques jours une formation en ligne, un MOOC. C'est encore de l'anglais. Une formation en ligne massive. Bref, en tout cas, ce qui est important, c'est son contenu, puisque c'est un contenu qui est librement accessible à tous, acheteurs publics, mais aussi acheteurs et entreprises privées, parce que c'est important que tout le monde partage finalement cette feuille de route et les outils et les leviers de cet achat plus durable. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette formation de quelques heures. C'est aussi le guichet vert. On a eu l'occasion d'en parler l'an dernier, mais je refais un petit coup de publicité parce que ce guichet vert, il permet d'avoir un accueil, une écoute, une aide concrète, humaine. Ce n'est pas une machine, c'est des vrais gens qui répondent au téléphone et qui aident des acheteurs à s'engager dans l'achat durable, à traiter une problématique, à avoir aussi des mises en relation avec des pairs qui ont déjà avancé sur ce chemin et peuvent partager de l'expérience, des bonnes pratiques, peut-être des cahiers des charges et des éléments techniques.
Donc ça, c'est le guichet vert. Il s'étend en France, c'est-à-dire que comme ce sont des partenariats avec des associations ou des GIP qui sont à l'échelle en gros régionale, c'est un peu variable, mais c'était des très beaux partenariats que je veux saluer. Je ne peux pas tous les citer, mais il y a des très beaux réseaux qui sont dans les territoires et qui sont déjà en lien avec toutes les collectivités. Et il y a ce service additionnel que l'on rend possible par ce partenariat. Et puis, il y a cette mise en réseau qui se fait via le réseau Rapide, où il y a aujourd'hui plus de 6000 inscrits, 6000 acheteurs publics qui sont en lien via cette plateforme professionnelle qui permet du partage d'expériences, des points de contact et aussi l'accès à toute cette documentation, tous ces éléments de formation. Donc voilà, depuis, le PNAD va bien parce qu'on a mis en place beaucoup d'outils. Et puis maintenant, il faut qu'il se diffuse. Donc c'est pour ça que je fais de la pub, que chacun puisse s'en emparer et avec notamment les trophées, qu'on les fasse encore mieux connaître. Alors, vous avez parlé de Spazer. Non, Spazer, c'est français, pardon. Donc ça va, de Spazer. On en voit de plus en plus. Nous, journalistes, on est pas mal sollicités, et c'est très bien, de collectivités qui mettent en place, ou établissements qui mettent en place leur Spazer. C'est quoi un bon Spazer pour vous, monsieur le commissaire? Le Spazer, c'est pas une fin en soi, même si la loi fixe un cadre et une obligation d'adoption et de publication, passer certains seuils d'achat public annuel. Mais l'intérêt du Spazer, c'est la démarche. C'est la démarche qu'il suppose, une démarche tout simplement de définition d'une stratégie achat qui s'intègre dans l'action politique de la collectivité ou de l'établissement qui se lance dans cette démarche. Et tous les retours d'expérience vont dans le même sens. C'est mobilisateur, ça permet de faire comprendre que l'achat n'est pas qu'un acte technique porté par un acheteur, mais c'est bien quelque chose qui engage un prescripteur, qui engage les décideurs publics et qui permet de faire de cet argent public qui est utilisé pour fournir des biens et services nécessaires à l'exercice même de la fonction, de la mission de service public de l'organisme, de l'institution, mais qui permet aussi d'avoir ce pouvoir de transformation du monde économique, social et au service notamment des enjeux environnementaux. Donc c'est vraiment ça que permet le Spazer, se poser ces questions-là, se dire comment est-ce que l'achat public devient un outil au service de ces enjeux de politique publique et de rapprocher prescripteurs et acheteurs et de le donner aussi à voir. C'est-à-dire que comme c'est obligatoirement aujourd'hui rendu public, ça conduit à mettre un certain soin à son élaboration, mais c'est aussi un levier d'investissement finalement dans l'outil, parce que dès lors qu'il va être rendu public, les élus, les décideurs, ils sont particulièrement investis. Je salue l'arrivée de Thibaut Guilhuy. Merci Thibaut d'être là. Je parlais des Spazer, des Spazer. Parce que M. Johannes pense que c'est un acronyme anglais. Donc, tu vois, il y a encore de la pédagogie à faire avec le Spazer, schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Alors, c'est le seuil des Spazer. Il vient d'être abaissé, puis étendu à tous les acheteurs publics, ce qui était quand même pas mal. Même l'État. À l'État, oui. Mais, donc ça même concerne l'État. Même l'État. Vous vous rendez compte qu'avant, ce n'était pas l'État? Oui. C'est un oubli. Ça va pas. C'est corrigé. D'accord, ça va alors. Et puis même par une possibilité de conception mutualisée entre collectivités. Qu'est-ce que vous allez faire de plus pour diffuser le Spazer? Est-ce que vous allez encore plus accompagner? Est-ce qu'on peut envisager un autre seuil? Est-ce qu'il y a une possibilité de l'inscrire quelque part dans la loi? Est-ce qu'on doit aller? Est-ce que vous pensez aller vers plus d'accompagnement encore et peut-être plus de contraintes ou encore un champ plus large? Bon, je pense qu'il ne faut pas être dans la frénésie législative. Les Spazer ont été élaborés dans ce qu'on appelait la loi, enfin prévus dans la loi dite Hamon sur l'économie sociale et solidaire en 2016. C'est bien ça, 2016, la loi? Entrée en vigueur 2016. Je crois qu'ils sont obligatoires de... Voilà, c'est depuis 2016, mais la loi est de 2014. Heureusement que... Il y a des spécialistes de l'économie sociale et solidaire dans la salle. Ils n'ont pas produit les effets attendus, ils n'étaient pas obligatoirement rendus publics, bref. Donc on a fait le constat lors de la loi climat et résilience qu'il fallait
modifier le cadre, le rendre plus ferme d'une certaine façon. Et là, on sent que c'est parti. Les formations et les modules d'accompagnement qu'on a mis en place rencontrent beaucoup de succès. Il y a une file d'attente, donc c'est bon signe. Des spasers, certains existaient déjà, mais d'autres ont été pris depuis ou retravaillés et republiés. Et qualitativement, enfin, ce sont des documents qui ont vraiment beaucoup plus de force encore que les premiers. Donc, on voit qu'il y a une dynamique. Donc, c'est peut-être pas la peine de encore faire des modifications normatives. Il a fallu quand même un petit ajustement dans la loi industrie verte qui a été promulguée il y a quelques semaines à peine, avec effectivement cette possibilité de mutualisation, parce que c'était une demande, tout simplement. Dans certains cas, c'était plus pertinent de mutualiser entre collectivités. Donc, pourquoi se priver d'une bonne idée et d'une souplesse demandée par les territoires? Ça a permis aussi d'inclure l'État, puisqu'il n'avait pas été spécifiquement nommé, alors qu'a priori, il dépasse les seuils. Et puis de clarifier en fait le périmètre, puisqu'il y avait aussi quelques incertitudes, notamment sur les établissements publics. Donc là, il n'y a plus de doute, c'est écrit d'une façon juridiquement et chimiquement pure, et on est plutôt dans l'idée maintenant de faire fonctionner ce système, mais aussi d'encourager les collectivités qui ne sont pas obligatoirement soumises à ce SPASER, en tout cas celles qui le souhaitent, puisque là forcément c'est par volontariat, à réaliser aussi cette démarche, éventuellement en la faisant d'une façon un peu allégée, Oui. parce que, bien entendu, si elles ne dépassent pas le seuil, c'est qu'elles sont structurellement plus petites, avec moins d'équipes, et peut-être des enjeux qui justifient un format allégé. Mais on a des exemples de collectivités qui n'atteignent pas les seuils et qui ont pourtant engagé la démarche et qui s'en félicitent en général. Ma dernière question, avant-dernière, puisque vous nous reparlerez du MOOC, s'il vous plaît, du MOOC. Le PNAD s'appuie sur la notion de ruissellement. L'idée, c'était que des auto-obligations des acheteurs publics ruissellent et s'étendent vers l'ensemble des acheteurs publics et des entreprises. Vous l'avez constaté? Alors, peut-être le premier constat que je veux partager, c'est que ce que l'on ressentait à travers les échanges, à travers, par exemple, les trophées, mais aussi les rencontres que l'on fait sur le territoire, encore une fois, notamment avec Pierre, parfois avec Thibaut, moins souvent avec Thibaut, malheureusement, on n'a pas suffisamment de déplacements ensemble. Mais c'est quand je veux, je sais, c'est de ma faute. C'est l'intérêt d'achat public. On va gérer vos calendriers ensemble. C'est parfait. On constate de l'intérêt, une mobilisation, on voit que les choses bougent, mais pour l'instant, on ne l'avait pas mesuré. Or, ce qui ne se mesure pas bien peut rester ambigu. Et les chiffres de l'Observatoire économique de la commande publique sont en cours de finalisation, mais ils indiquent très clairement une tendance forte à l'accroissement de la part des considérations environnementales et des considérations sociales dans la commande publique. Une hausse de l'ordre de 10 points sur chacun des champs en 2022 par rapport à 2021. Et c'est-à-dire que ces chiffres qui, il faut qu'on se le dise, étaient relativement stables, progressaient lentement, connaissent là une augmentation, un bond absolument spectaculaire. Et je y vois le fruit de cette mobilisation, de ces signaux juridiques et politiques de la loi climat et résilience, du plan national pour des achats durables, mais aussi d'une attente collective très forte d'aller très sérieusement dans cette direction. C'est pas souvent qu'une statistique prend comme ça 10 points de croissance, surtout qu'on était à peu près à 20. Donc, en proportion, vous voyez, c'est vraiment un saut qualitatif. Donc, bravo à tous les acheteurs publics pour cette mobilisation. Ça veut dire que ce que l'on ressentait de façon intuitive se concrétise dans les chiffres. Bon, en même temps, on est autour de 30 à 35% de la commande publique qui est qu'on peut qualifier de durable, et avec l'intégration de dimensions sociales. Comme pour l'aspect environnemental, il faut être à 100% en 2026, il y a encore un peu de chemin, donc il faut continuer. Mais tout de même, on a cet effet déjà de mobilisation. Alors je viens à la question sur ce que vous avez appelé le ruissellement, mais qui est aussi tout simplement une forme de synchronisation avec le monde économique qui, lui aussi, a besoin de signaux forts de mobilisation des acteurs publics en faveur de... là, je vais être plus particulièrement sur les enjeux environnementaux, parce que
les grandes entreprises sont mobilisées autour de stratégies de réduction et de neutralité carbone à des horizons plus ou moins lointains, avec des engagements au titre de ce qui était la RSE et qui devient bientôt la mise en œuvre de la directive CSRD. Là aussi, c'est de l'anglais, mais enfin, en tout cas, sur le rapportage extra-financier des entreprises, tous ces engagements, pour les traduire, pour être fidèles à ces engagements, ils ont besoin d'un modèle économique. Et ce modèle économique, pour être amorcé, eh bien, la commande publique est parfois une réponse ou en tout cas un élément de mise en cohérence de l'action publique. Donc oui, il y a cette dimension d'éco et de forme de partenariat dans la transition écologique qui se fait avec les entreprises et qui se fait, c'est-à-dire au fur et à mesure du sourcing. Parce que très concrètement, dans le dialogue fécond, sain, nécessaire entre l'acheteur et les fournisseurs, si parce qu'il y a un SPASER, parce qu'il y a une démarche claire et volontariste d'aller vers un achat plus socialement et environnementalement responsable, alors l'entreprise se sentira un peu sécurisée dans le fait qu'elle peut développer des nouvelles gammes de produits, des nouvelles caractéristiques dans ses biens et services, et qu'elle va y trouver des débouchés, et peut-être aussi une forme de valorisation ultérieure, parce que quand on a décroché une commande publique, c'est parfois un argument puissant de valorisation et de vente et de sécurisation d'autres commanditaires à caractère privé. Donc oui, il y a vraiment une synergie et un travail qui se fait avec notamment le Conseil national des achats que je veux saluer. D'ailleurs, quand on se voit sur le terrain avec Pierre, c'est avec le Conseil national des achats et qui justement articule aussi secteur public et secteur privé sans jamais les opposer. Donc oui, ce ruissellement, en tout cas cette synchronisation, elle a lieu et elle est vraiment vitale dans le contexte de la planification écologique qui se déploie. Je vais utiliser le terme de synchronisation, je préfère. Merci beaucoup, monsieur. Juste un petit mot sur le MOOC. Oui, il est bien. Il est bien. Il est où? On le trouve où? On le trouve sur le site du PNAD. Je me tourne vers Chiara. Voilà. Ah, c'est ça. Ou- Ah, on peut. Voilà. On est tout à fait d'accord pour que toutes vos publications mettent en bandeau. Voilà le MOOC, il est gratuit, allez-y. Alors, c'est déjà... Vraiment, merci de cette proposition. C'est parfait, c'est parfait. Et on a si vous ne le retrouverez pas, mais vous le retrouverez sur le site du PNAD, il est en bref et bien sûr en ouvert sur le site d'achatpublic.info. Merci beaucoup, Merci. monsieur Le Sueur.